Et nous passons donc au dernier des thèmes, qui est la représentation des Français à l'étranger, les affaires consulaires, et non des moindres, pour terminer, la sécurité des Français à l'étranger. Et donc, j'appelle sur le plateau Christiane Kamerman, Alain Marceau, Ronan Legleu, et je vais peut-être m'aller m'asseoir. Alors on attend Alain et puis on démarre. Donc là, on a eu des dizaines de propositions. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de démarrer par toi, Christophe, et de nous rappeler un peu quelles sont les grandes lignes pour la réforme de la représentation des Français de l'étranger, après ce qu'on peut considérer comme un fiasco de la dernière réforme. Alors, je ne sais pas si c'est un fiasco, ou en tout cas, c'est une grande occasion manquée, parce qu'il y avait une volonté, ça c'est sûr, de part et d'autre, de faire évoluer la représentation des Français à l'étranger. Ça, c'était le point de départ. Et juste après ce point de départ, tout a divergé. Parce que d'un côté, il y avait une volonté non dissimulée de faire de l'électoralisme de la part du gouvernement, et de faire finalement de cette réforme, je dirais, une mise en coupe réglée du monde, avec des circonscriptions dans lesquelles la gauche pouvait avoir un potentiel de grands électeurs pour avoir une espérance de gain, on va dire, au sénatorial. Et donc finalement, à force de viser cette espérance de gain, on a perdu de vue l'essentiel, qui était la représentation efficace avec des élus de terrain auxquels on aurait donné des moyens, des Français de l'étranger. Et donc on a fini avec une organisation territoriale, avec des conseillers consulaires auxquels on n'a pas donné les moyens nécessaires pour remplir l'exercice de leur mandat, une assemblée des Français de l'étranger élu dans un second tour qui était, enfin, je le dis comme je le pense, donc ça tombe bien puisque je le pense, un second tour ni fait ni à faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une réelle légitimité puisqu'ils s'élisent entre eux, mais sans pouvoir réellement faire campagne auprès d'eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est tout simplement dans la foulée 3 semaines après l'élection des conseillers consulaires que les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus, que les circonscriptions sont tellement vastes qu'en 3 semaines, à peine élus, ils n'ont même pas les moyens de se faire connaître du collège dans lequel ils sont pour se faire élire, que de toute façon, c'était tellement clair que la première idée du gouvernement était de supprimer l'Assemblée des Français de l'étranger, que dans la version finale, on voit bien qu'on lui a retiré, j'allais dire, sa substance, puisqu'aujourd'hui, elle ne reçoit plus de membres du gouvernement, elle ne reçoit que le secrétaire d'État aux Français de l'étranger, aucun autre n'intervient devant elle. Enfin, on sent que c'est un gâchis monumental. Voilà, moi, si je devais résumer en un mot cette réforme, on a raté le système électoral, on a raté la réforme structurelle, c'est-à-dire les pouvoirs, les moyens de cette Assemblée, et qu'il y a quand même un grand chantier devant nous pour faire de cette représentation des Français de l'étranger un véritable outil de démocratie, puisque c'était le maître mot de la ministre à l'époque en charge dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault de cette réforme, de faire de la démocratie de proximité un véritable outil au service, en premier lieu, des Français à l'étranger, pour que leurs représentants aient les moyens de l'action politique et publique qu'ils doivent mener. Donc voilà. Je ne veux pas noircir le tableau parce que, fort heureusement, dans notre camp et dans notre famille politique, nous avons des élus qui, avec les faibles moyens que leur a donné cette réforme, font un travail quotidien dans chacun des pays ou des circonscriptions qu'ils représentent, qui est colossal, parce que il y en a qui ont une fraction de pays, mais il y en a qui ont plusieurs pays.
Donc c'est quand même pas tous les jours évident d'aller au contact des Français. Et je le rappelle parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Ici, on est entre, j'allais dire, initiés entre Français et l'étranger, mais d'autres verront nos débats que le mandat que remplissent les élus des Français et de l'étranger, c'est un mandat bénévole. Et donc ça, c'est quand même pas évident non plus pour tous ces élus de représenter, d'agir, d'être, j'allais dire, en relation quotidienne avec nos compatriotes, avec les administrations françaises, pour représenter avec une réforme qui est ni faite ni à faire aujourd'hui et sur laquelle aujourd'hui nous avons à travailler pour que, je l'espère, en 2017, nous soyons en mesure de faire des propositions pour que déjà le mandat soit mieux adapté aux besoins des Français, c'est-à-dire un mandat qui permette aux Français de l'étranger, enfin aux élus des Français de l'étranger d'avoir un rôle d'élu local, comme on peut l'avoir en France, un rôle mieux défini dans la relation entre les Français, entre les élus et l'administration, et surtout une meilleure articulation entre le Conseil consulaire et l'Assemblée des Français de l'étranger, avec un véritable rôle pour la Français de l'étranger, et non pas aujourd'hui une Assemblée des Français de l'étranger qu'on a voulu abattre, mais qu'on n'a pas osé en dernier ressort. Et du coup, qu'on a vidé un peu de son sens, à mon avis. Voilà, juste pour planter le décor, mais on va y revenir, j'imagine. Juste pour vous donner des chiffres, en fait, si je dis bien, si je dis juste la dotation est la même, alors que le nombre d'élus était multiplié par 2, donc c'est pas très compliqué de faire le calcul. Aujourd'hui, les élus consulaires n'ont pas forcément les moyens financiers pour mener à bien leur mission. Alors, que penseriez-vous d'un plan qualité consulat? Alors, évidemment sur le service consulaire, mais aussi du coup sur la capacité des élus consulaires à mener à bien leurs travaux. C'est toujours moi, je crois que c'était. Non, je crois que c'était. C'est pour Renan, ça. C'est lui qui vit dans les consulats. Alors, Renan. Merci. Bon, sur les consulats, je pense qu'il y a deux éléments essentiels. Il y en a un, c'est de donner plus de pouvoir aux consuls honoraires. Et l'autre, c'est de trouver des solutions pour continuer à remplir les fonctions de service consulaire, alors que la tendance est de fermer des consulats. Sur les consuls honoraires, il y a deux fonctions qui peuvent rapidement être élargies, si vous voulez, pour les consuls honoraires. C'est un, de permettre de prendre les demandes de passeport. Et la solution la plus simple, c'est d'avoir une valise itinéra qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, pour ceux qui vivent à l'étranger, les valises itinéra ne fonctionnent plus ou ne sont plus utilisées. Donc, avoir une valise itinéra dans les consulats honoraires, ça permettrait de prendre les demandes de passeport. Et puis, il y a évidemment la possibilité pour les consuls honoraires qui ne sont pas de nationalité française de permettre de délivrer des procurations. Voilà des points qui permettent, si vous voulez, d'élargir. Un autre point maintenant beaucoup plus important et beaucoup plus lourd, c'est la problématique de la fermeture des consulats. Alors, les socialistes ont inventé une idée absolument fabuleuse. Ce sont les ambassades sans consulat. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'ils font au Paraguay. Ils appellent ça des PPD, hein, les postes à présence diplomatique. Alors les postes à présence diplomatique, ça veut dire qu'on a une ambassade avec une section consulaire et qu'on ferme la section consulaire. Ça veut dire aujourd'hui qu'au Paraguay, à Assomption, il n'y a plus du tout de service consulaire. Plus rien. Ça veut dire qu'il va falloir faire des tournées consulaires de consuls qui sont dans d'autres pays pour venir remplir les fonctions consulaires auprès des plus de 2000 Français qui vivent au Paraguay. Il faut imaginer la bronca des Français qui vivent sur place. Alors, parmi les pistes de réflexion, il y en a une que je défends depuis quelques mois maintenant et que je vais essayer de vous convaincre de la partager, c'est l'idée des consulats européens. Quelle est l'idée des consulats européens? Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne, sans exception, ferment des consulats. On ne va pas arriver à la présidentielle en disant « nous, on va ouvrir des consulats ». Qui va nous croire avec l'état des finances publiques? Donc il faut trouver d'autres solutions que de dire « on va ouvrir des consulats ». Alors l'une des pistes, c'est les consulats européens, c'est-à-dire faire une coopération plus importante entre les pays de l'Union européenne.
de quoi il s'agit? Par exemple, à Dhaka, au Bangladesh, la France et l'Allemagne ont ouvert une ambassade en commun. Ça veut dire qu'on a partagé les frais. On a, ou sous un même toit, on a une ambassade française et une ambassade allemande à côté. Des exemples, il y en a à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, qu'est-ce qu'on a fait? La Maison de France à Rio de Janeiro, eh bien, elle héberge le consulat de France depuis toujours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les Français louent un étage entier de la Maison de France à Rio de Janeiro aux Allemands qui hébergent leur consulat d'Allemagne. Voilà, des pistes de colocalisation, des pistes aussi pour essayer d'utiliser les délégations, les 130 délégations de l'Union européenne dans le monde. Hein, on n'en parle jamais des 130 délégations de l'Union européenne dans le monde. En fait, il y a un ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, ça s'appelle le SEAE, le Service européen pour l'action extérieure, qui a en gros 130 ambassades dans le monde, les 130 délégations de l'Union européenne. Bon, à Tegucigalpa, la France est hébergée dans la délégation de l'Union européenne. Bon, si vous voulez, vous voyez l'idée. L'idée, c'est davantage de coopération entre les pays de l'Union européenne pour remplir ces services consulaires. On va fermer notre consulat au Cap-Vert, c'est-à-dire qu'on va créer, encore une fois, comme à Assomption, on va créer un PPD au Cap-Vert. Il ne restera plus qu'un seul pays au Cap-Vert, c'est le Portugal. Eh bien, une des pistes, c'est est-ce que le Portugal, est-ce que le consulat portugais peut rendre des services à la communauté française? Okay. Un dernier exemple, et je laisse le micro. Un dernier exemple, parce que c'est le plus important. En Syrie, la France n'a plus d'ambassade ni de consulat. En Syrie, le seul pays de l'Union européenne qui est encore présent, c'est la Roumanie. Bon, ben, dernièrement, un Français qui avait perdu son passeport en Syrie a pu quitter la Syrie grâce à l'obtention d'un laissez-passer délivré par le consulat roumain à Damas. Toutes ces pistes, ce sont des pistes qu'il faudrait certainement développer. Merci. Merci pour ces propositions qu'on a retenues et notées. Je pense que ce serait intéressant que tu nous donnes plus de billes sur le consulat européen d'un point de vue pratique, et les exemples ne manquent pas. Passons au deuxième sujet qui est lié, en fait, c'est la sécurité. Alors, on avait deux pistes qui sont revenues de vos propositions. La première, c'est essentiellement lié à l'information, la situation locale et une meilleure coordination des acteurs. Il y a eu des progrès avec monconsulat.fr et la page du pays, mais clairement, on a vu que dans plein de pays, l'information elle datait, voire même elle était complètement hors de propos. Et le deuxième point, c'est une idée, en fait, je crois, qui date de pas mal de temps, Christophe. C'est la création d'un fonds de solidarité européen pour les ressortissants de l'UE qui sont victimes de catastrophes naturelles ou de crises politiques, afin qu'ils puissent gérer leur retour, j'imagine, ou en tout cas la situation sur place. Alors du coup, Christiane Keverman, est-ce que vous avez des pistes particulières sur la sécurité? D'abord, bonsoir à tous. Ensuite, je voudrais rejoindre Christophe qui a félicité Jean-Pierre Cantegry pour son parcours extraordinaire à la Caisse des Français de l'étranger, où je l'ai accompagné à peu près pendant 25 ans. J'ai été présidente d'une commission et j'ai vu vraiment comment Jean-Pierre avait travaillé d'une façon extraordinaire pour les Français de l'étranger. Alors encore mes félicitations, Jean-Pierre. Ensuite, ce matin, d'abord, je voulais joindre Patrice Paoli longuement parce que c'est lui quand même qui est le tout pour le tout à la cellule de crise. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne l'ai eu que ce matin et nous avons un petit peu discuté. Puis il m'a envoyé son dernier rapport qui est là. Si on a le temps, j'en parlerai un peu. Si on n'a pas le temps, on n'en parlera pas. Mais sur ce que vous avez demandé, c'est plutôt toi qui serais sur les fonds. C'est plutôt toi. Alors, la cellule de crise est extrêmement vigilante partout dans le monde, ça vous le savez, et particulièrement en Afrique, où actuellement les attentats se sont multipliés. La France est très inquiète également pour l'Afghanistan, où ça se passe très mal. Le terrorisme est très présent en Asie du Sud-Est, au Bangladesh et en Équateur, et naturellement dans beaucoup d'autres pays. La cellule de crise est vraiment très mobilisée par la catastrophe aérienne Égypte Air.
Ils font tout ce qu'ils peuvent pour entourer toutes les personnes, les Françaises et les Françaises qui ont été tuées et les familles, naturellement. Il y a une grande inquiétude pour l'île Maurice, qui a reçu des coups de feu cette nuit à l'hôtel Saint-Georges et sur notre ambassade. Alors ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, mais voilà, c'est ce que m'a dit Patrice Paoli, une grande inquiétude pour l'île Maurice, alors qu'à l'île Maurice, il n'y avait rien. Hein, c'était le calme le plus absolu, et c'était autour de 2 heures du matin. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez. Je voudrais vous dire, moi, je fais partie de la commission des affaires étrangères. Je ne suis pas la seule dans cette salle. Et nous avons très souvent les ministres de l'Intérieur et de la Défense, donc le Cazeneuve et Le Drian, et ils nous font part d'une façon permanente de leur inquiétude pour la France, en particulier pour Paris, pour les attentats qui se préparent. Alors là, il y a une grande inquiétude et je ne sais pas ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut faire, eux non plus. Ils n'ont pas grand-chose à nous dire à ce sujet, si ce n'est que, franchement, ils sont très efficaces. Moi, je salue leur action et on n'est pas d'accord sur bien des sujets de politique, on n'est pas avec eux, mais on doit admirer quand même, par exemple, M. Cazeneuve, il est nuit et jour à s'occuper de notre pays d'une façon très efficace. Alors voilà ce que je voulais dire. Ils sont très pessimistes, nous aussi, malheureusement, pour cette France en ce moment, qui n'est pas la nôtre. Hein. Moi, je ne me reconnais pas dans cette France actuellement. Espérons que nous allons gagner, espérons que nous allons y arriver. Il faut vraiment travailler à ce sujet. Et je propose, après toi, puisque toi, tu es le grand chef de la sécurité, bah oui, Marceau, il connaît beaucoup plus de choses que nous tous. Voilà. Et après, si vous voulez, si on a le temps, je vous ferai part des grandes lignes dont m'a parlé ce matin Patrice Paoli. Merci beaucoup, Jean-Christiane. Non, pas grand chef du tout, mais il se trouve que je ne suis pas forcément le mieux placé pour engager ce débat parce que tout simplement ma circonscription ne ressemble à aucune autre. C'est effectivement sur la 10e circonscription qu'on a toutes les guerres, toutes les révolutions, tous les enlèvements, tous les assassinats, etc., etc. Et à côté, le reste du monde, que ce soit le continent américain, l'Europe ou l'Asie, c'est le calme pratiquement plat. Excusez-moi de vous dire ça. Je vais simplement vous poser une question. Savez-vous quel est le pays où on tue le plus de Français tous les ans? Il y en a certains qui le savent ici parce que j'ai eu l'occasion de le dire à l'UFE. À votre avis, c'est quel pays? Quel est le pays le plus dangereux pour les Français au monde? Non, je ne parlais pas de la France. Ni la Corse, non. Qui est-ce qui a dit Madagascar? Absolument. Tu m'avais écouté la dernière fois. C'est effectivement Madagascar où tous les ans, on a entre 12 et 14 assassinés, Français assassinés, dans un cadre d'un crime crapuleux, plus 4, 5 ou 10 enlèvements d'une communauté qui s'appelle les Karanes, qui sont une communauté minoritaire originaire du sous-continent indien, pour des raisons d'enlèvement. Donc aujourd'hui, être Français à Madagascar, c'est pas terrible. Ça pose un vrai problème. Et lors de mon dernier séjour, je suis allé rencontrer le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de la Gendarmerie, le ministre de la Police, qui m'ont promis qu'on allait tout faire pour éviter tout ça. Je venais de remonter dans l'avion lorsqu'on a tué le dernier Français. Donc bon, bref. Et là, véritablement, il n'y a plus rien à faire. Monsieur Hollande, en personne, lorsqu'il a reçu le nouveau président de la République local, donc malgache, lui a fait part effectivement de ce qui se passait là-bas. L'autre a promis qu'on allait voir. Bien évidemment, ça continue comme avant. Tu parlais tout à l'heure de Syrie. Il faut savoir aussi combien nous abandonnons nos compatriotes. Et par exemple, vous savez tous qu'en Syrie, on a foutu le camp du jour au lendemain. On a fermé ambassade, consulat, lycée français, etc., etc. Tout le monde a été rapatrié. Et nous sommes un certain nombre ici, parmi les sénateurs et les députés, à faire fonctionner avec notre réserve parlementaire le lycée de Damas. Nous sommes plusieurs ici, que je sache. Et véritablement, c'est bon, je veux bien que la politique étrangère de la France soit ce qu'elle est. Mais justement, parlons-en un tout petit peu, parce que justement, c'est complètement dans le sujet. Je pense que si aujourd'hui nous sommes effectivement la nation la plus visée dans le monde par les actes alors pas de délinquance, en espèce de terrorisme. Et j'ai eu l'occasion de clôturer jeudi le stage de formation à l'école de guerre des responsables de sécurité des pays africains. Il y avait tout le monde, des Algériens, des Sud-Africains, des Nigérians, etc., des Congolais. Et
il est apparu effectivement que pour le continent africain au moins, je parle pour le continent africain, mais c'est la même chose pour le Moyen-Orient, aujourd'hui la population la plus visée, ce ne sont plus les Américains comme dans les années 80 ou 90, ce sont effectivement les Français. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, je ne vous cache pas qu'un tiers de mon engagement parlementaire, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs qui sont ici, concerne la sécurité de nos compatriotes, où tous les jours, que ce soit par email, par téléphone ou autre, nous sommes obligés de gérer des problèmes d'extrême urgence. Alors, on essaye de développer, mais vous le faites aussi dans vos pays, le système des îlotiers, et on fait en sorte, et je parle sous le contrôle de Christian Barros qui est là, et de toi aussi en Angola, on essaye de faire en sorte que ce soit un véritable maillage qui permette effectivement de répondre à l'urgence, notamment au système d'évacuation. Et je ne vous cache pas qu'on a une alerte tous les mois sur une population à évacuer. Dieu merci, on n'évacue pas. Il y a aussi les fausses alertes. Par exemple, aujourd'hui, circule un tract signé par M. Valls indiquant aux populations françaises vivant au Gabon qu'il va falloir foutre le camp très prochainement parce que nous allons avoir une élection présidentielle sans doute animée. Donc il faut gérer tout ça. Et là, en l'espèce, il a fallu rassurer les Français en leur disant non, vous n'allez pas évacuer le Gabon. Donc vous voyez, ce sont des situations très particulières. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas tellement le temps de m'occuper d'éducation, c'est vrai, moins en tous les cas, moins de le temps de m'occuper des retraites parce que tous les jours, c'est l'urgence. Et il faut s'occuper de ces problèmes de sécurité. Donc, être français à l'étranger aujourd'hui, c'est être en tête de liste, sans doute, de tous les malfaiteurs et malfaisants de la planète qui nous en veulent pour toutes les raisons que vous connaissez, notamment en termes de politique étrangère. Le patron de la direction centrale du renseignement extérieur a eu l'occasion, et ça a été dit dans la presse, de déclarer que nous étions le pays le plus exposé, et c'est vrai que nous sommes le pays le plus exposé, sans doute, mais sans doute en métropole, avant que ce soit à l'étranger. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de solutions à proposer, sinon qu'il faut qu'on soit tous vigilants, on essaye de l'être. On compte de temps en temps, même beaucoup sur nos conseillers consulaires, et moi je suis quotidiennement en rapport avec eux, tout simplement pour régler les problèmes d'une petite urgence, d'un type à déplacer ou d'un type à rapatrier en urgence. C'est nos responsables diplomatiques et consulaires qui en général font le boulot. C'est bien sûr le centre de crise avec lequel nous sommes régulièrement en relation, mais tu vois, j'étais pas au courant qu'il y avait eu des coups de feu cette nuit à Maurice. Je sais qu'il y en a eu rue de Pontieux entre un footballeur et des gens de la BAC. Et pour Maurice, je ne savais pas. Donc voilà, il n'y a pas de solution. Je crois que la sécurité de nos compatriotes dépendra vraisemblablement, mais peut-être que ça va choquer certains d'entre vous, ça dépendra peut-être vraisemblablement d'une modification de notre politique étrangère qui fera tout simplement que les Français, notamment par notre politique moyen-orientale, seront moins exposés. Aucune question sur la sécurité des Français de l'étranger. Ok. Sur les affaires consulaires, même question de ma part, est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes qu'on aurait oubliées pour ce qui est en fait de la représentation? C'est l'unanimité complète. Alors du coup, dernière question, c'est pour moi. Ah. Excusez-moi, j'ai une question à poser concernant la fermeture des consulats. Est-ce que quand on ferme un consulat, on ferme aussi l'émission des visas pour les personnes résidant pour les non-français en fait? Est-ce qu'on ferme les visas? Oui. Donc c'est un des effets pervers de la fermeture des consulats. C'est comment on permet, par la présence française dans certains pays, à des étrangers, à des touristes, voire ou à des hommes d'affaires, d'accéder dans nos pays si on commence à fermer des consulats. On répercute tout ça sur un consulat de l'Union européenne en général. C'est par exemple l'Allemagne qui va gérer. Oui, donc le point d'entrée, c'est le point Schengen, c'est le consulat émetteur, et le point d'entrée ne sera plus la France, mais ou le Portugal ou l'Allemagne, suivant le consulat qui émet. C'est le consulat, par exemple, d'Allemagne qui délivrera un visa Schengen, mais le point d'entrée sera l'Allemagne. Non, le point d'entrée est pas la France. Alors, pour les visas Schengen, alors effectivement, quand il n'y a plus de section consulaire, on a le problème que tu viens d'énoncer. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, tout ressortissant de l'Union européenne qui est non représenté, c'est-à-dire quand il n'y a pas de section consulaire, peut se rendre dans n'importe quel autre consulat de l'Union européenne
pour établir justement un visa. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, 70% des visas, donc des visas Schengen, sont délivrés par des entreprises privées. Enfin, la demande est reçue par les entreprises privées. Et ensuite, elles sont traitées par les consulats. Mais aujourd'hui, on a externalisé complètement, enfin à 70%, le traitement des demandes de visa Schengen. Ce qui parfois rend service. Voilà, on l'a externalisé à des entreprises privées. Ce qui rend service. Parce que le maillage de ces points où des Indiens, des Russes peuvent se rendre pour demander un visa et se rendre dans l'Union européenne, eh bien, ce maillage est beaucoup plus dense. Donc, in fine, il faut voir aussi qu'il y a un intérêt du point de vue de l'Union européenne d'avoir externalisé la demande. Il ne faut pas oublier que le traitement final, c'est-à-dire le tampon, en revanche, il est donné par un agent d'un ministère des Affaires étrangères. Moi, je voudrais encore abonder dans le sens de mon collègue pour Damas, parce que ça a été une catastrophe qu'on enlève ambassades et consulats. C'est terrible. Les gens ont beaucoup de difficultés à aller à Beyrouth parce que la route est dangereuse, parce que d'aller à Beyrouth où on vous demande d'attendre encore je ne sais pas combien de jours des papiers, alors que vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas où aller, où loger, etc. Les gens sont vraiment ennuyés. D'ailleurs, l'ambassadeur de France, qui était le dernier là-bas, a dit la même chose. Il n'a pas compris qu'on les supprimait de ce poste aussi rapidement et ça a engendré énormément de soucis, et pour les Français de l'étranger et pour les Syriens, qui sont vraiment dans une sale situation, entre autres. Alors justement, je voulais prendre le contre-pied là-dessus. Moi, pour Fukushima, quand tout le monde a été évacué, enfin en tout cas quand tous les personnels français ont été évacués, je pense que c'était une plutôt bonne décision. Les Japonais n'ont pas du tout compris, mais disons d'un point de vue pour les agents de l'État, le fait d'avoir pu être évacué quasiment immédiatement, c'était quand même très bien vu la situation telle qu'elle était, quoi. Oui, monsieur, vous connaissez les raisons pour lesquelles on a évacué. On a évacué pour sanctionner Bachar. On n'a pas évacué pour la sécurité française, mais pour sanctionner Bachar. Par contre, je vais vous dire, un épisode, le 27 janvier de l'an dernier, j'ai écrit, alerté par mes compatriotes du Yémen, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères en disant, on me dit qu'il y a urgence à rapatrier tout le monde, car effectivement, ça va aller très mal. J'ai reçu un coup de téléphone l'après-midi de son cabinet me disant, non, tout va très bien au Yémen. Et le 12 ou 13 février, on évacuait tout le monde, sauf la fille qui s'est fait prendre en otage. Donc c'est vrai, des fois, il nous arrive d'avoir peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe sur place, parce que vous êtes en quelque sorte des preneurs de température, si je puis dire, d'une situation, souvent plus que le Quai d'Orsay, qui lui n'a que la remontée d'un ambassadeur qui des fois n'ose pas dire que ça va mal ou que ça va aller mal, ou qui n'a pas forcément récupéré l'information nécessaire. J'ai l'impression que parfois il nous arrive de connaître mieux la situation du Moyen-Orient par tout ce que vous êtes ici, que quand on téléphone à l'ambassade. Moi, je voudrais revenir encore à Damas en disant que j'aimerais qu'on nous appuie, on appuie auprès des autorités pour plus de facilité pour les Français et les Syriens. Parce que moi, tous les jours, j'ai des personnes qui me téléphonent ou qui m'envoient des mails en demandant de l'aide. On supplie de l'aide. Et je m'adresse souvent à notre consul général, mais bon, ça ne marche pas très bien, ça. Alors, je crois qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, espérons déjà que nous modifierons notre politique à l'égard de la Syrie dans les temps qui viennent, Nicolas. Sans transition, Monsieur le Président, parce que vous venez de rentrer dans la salle. Nous venons de terminer en fait la séquence sécurité. Nous avons passé en revue un certain nombre de sujets et de propositions sur l'enseignement. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Les affaires sociales, la continuité, les retraites. On a aussi discuté de fiscalité, évidemment. Claudine Schmitt nous a parlé longuement de ces points importants. Et puis aussi du sujet de la représentation des Français de l'étranger. Christophe a évoqué une réforme qui n'a pas abouti, en tout cas pas ce qu'on imaginait. Et on a l'espoir qu'avec l'alternance, on pourra revenir sur ce sujet. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. Merci aux intervenants. Merci à tous.